Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec AXA Santé et Collective, dans le cadre de la semaine de l'épargne salariale portée par l'AMF. Et donc, bienvenue à vous. Attendez, par contre, je vous ai pas mis le message. Ah oui, voilà. Je suis Rodolphe Ellerlé et je suis le responsable éditorial du Miroir Social et je vais avoir le plaisir d'animer cette matinée. Donc portée, je l'ai déjà dit, par AXA Santé Collective, représentée ici par Sophie Mandelbaum. Sophie, tu es en charge des relations extérieures et des relations avec les partenaires sociaux d'AXA Santé Collective. Virginie Singer, toi, tu es en charge du développement de toute la partie épargne salariale d'AXA. Paul Younes, toi, tu es associé chez Philippe et tu es partenaire AXA, mais indépendamment d'AXA, vous êtes une société qui fait du coaching financier, hein, et donc vous travaillez en partenariat avec AXA dans le cadre de l'épargne salariale et le coaching financier principalement sur l'épargne salariale, ou voire peut-être exclusivement, tu te présenteras mieux que moi. Hélène Marcy, toi tu es vice-présidente de la CFE-CGC d'Orange et également membre du conseil de surveillance du fonds d'épargne Orange, hein, si je ne me trompe pas. Orange Action, l'actionnariat salarié. Du fonds d'actionnariat salarié d'Orange. Et Eric, donc tu vas nous parler de la pratique très intéressante. On va le voir avec toi, on va le découvrir, et atypique d'Orange en matière d'épargne salariale. Et Éric Scherer, toi, tu représentes le CECI, tu es président du CECI, syndicat du commerce. Syndicat du commerce des employés et des interprofessionnels. Merci du décryptage de l'acronyme. Un syndicat indépendant, très présent, c'est intéressant avec toi, dans les branches avec où il y a beaucoup des branches, des TPE, principalement, représentées par des TPE. Et on va voir avec ton témoignage que c'est la partie dernier volet de la matinée qu'on vous propose. C'est de l'angle de ce matin, parce que la semaine dernière on a traité l'épargne salariale sous l'angle de où est-ce que je place mes fonds, sur des fonds solidaires, est-ce que mon intéressement qui permet d'alimenter mon épargne salariale, il intègre des indicateurs extra-financiers. C'était une forme de responsabilité qu'on a adressée. Aujourd'hui, avec AXA Santé Collective, on l'adresse de façon différente. On va pointer une forme de responsabilité de l'épargne salariale sous l'angle des conditions d'accès. Comment on y accède ? À quelles conditions et quels sont les freins ? Et de mieux les voir, là c'est l'occasion de ce matin de mieux identifier les inégalités d'accès à l'épargne salariale et des inégalités pour en profiter selon le genre, selon le salaire, alors les deux étant très très liés, hein, et la taille de l'entreprise. C'est autant de facteurs d'inégalité sur l'épargne salariale et donc une dimension responsabilité de RSE qui va avec. Donc, je vais vous mettre quand même un petit lien. Un petit lien. Hop. Qu'est-ce que je voulais vous mettre ? C'est ça que je voulais vous mettre en ligne. Je vous ai mis le lien parce que ça peut vous intéresser. La semaine, c'est la semaine de l'épargne salariale, comme je l'ai dit. Donc, elle continue. La semaine, elle a commencé hier. Mais il y a des événements dans l'après-midi, je pense, demain, etc. Donc là, vous, avec le petit lien idoine que je vous ai mis, vous pourrez découvrir d'autres directs qui sont susceptibles de vous intéresser. Et pour vous mettre dans le bain, je vous propose un petit sondage. Et je vais... Attendez. Est-ce que vous... je suis pas très bon en sondage. Peut-être que je peux commencer. Est-ce que vous le voyez dans la salle? Attendez. Oula, je galère, moi, avec ça. Attendez. Oui, a priori, vous le voyez. Oui. Voilà.
Eh ben, écoutez, n'hésitez pas à répondre. Il y en aura un autre et on regardera un peu les résultats pour voir un peu, par rapport au sujet du jour, hein, qui accède à l'épargne salariale. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre. N'hésitez pas donc à interagir dans le chat. C'est l'occasion de partager vos pratiques, de voir un peu comment ça résonne chez vous, hein, le fait qu'on n'est pas forcément égaux face à l'épargne salariale, quand bien même c'est un super avantage pour ceux qui en bénéficient, ceux qui ne l'ont pas, ils le voient passer. Et voilà. Et donc, Sophie, je vais pas être plus long, je te passe la parole. Et sur le sujet, c'est toi quand même qui porte le sujet et qui est sur cet angle-là. Et donc, qu'est-ce qui t'amène à le porter de cette façon-là? À toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Sophie Mandelbaum, chargée relations extérieures, partenaires sociaux chez AXA Santé Collective. Donc, chez AXA, il y a une entité qui s'occupe plus particulièrement de la protection sociale complémentaire. On va y trouver donc c'est là qu'on protège les salariés sur la complémentaire santé, la prévoyance, l'épargne salariale et l'épargne retraite. Et comme ce sont des contrats collectifs dans ces domaines, selon la culture de l'entreprise, on va avoir soit une négociation avec les syndicats, soit une discussion, une concertation du CSE et une décision unilatérale. En matière d'épargne, donc on sait que c'est un domaine dans lequel, dès l'origine, dans l'épargne collective, le CSE avait un rôle central et d'ailleurs dérogatoire dans le droit le droit de la négociation collective. Voilà, sur ces sujets, mon rôle, c'est de m'assurer que vous, qui êtes acteurs du dialogue social, donc élus CSE, délégués syndicaux et employeurs, que vous ayez les moyens de faire vivre ces dispositifs, surtout de les comprendre, de les mettre en place, de les gérer et de les partager avec les salariés. Donc notre rôle à nous, mon rôle à moi particulièrement, c'est m'assurer que vous avez tous les outils pédagogiques pour bien les comprendre, pour vous-même et pour les partager avec les salariés. Donc on en est à notre 5e webinaire avec Miroir Social. C'était une première au moment du confinement, puis on a trouvé ça finalement tellement bien parce que ça nous permet d'échanger avec vous où que vous soyez. Et d'ailleurs, dans le chat, on voit qu'on a des coucous de Lyon, de Toulouse, etc. Donc, c'est le gros avantage de ce format, même si on aime beaucoup vous rencontrer et on le fait dans des rencontres en chair et en os. Donc, voilà, on a pour vous, acteurs du dialogue social, des webinaires régulièrement, une lettre d'information, des rencontres, des temps de formation. Et sur ce sujet, votre rôle est très important. Et c'est aussi pour cela que AXA Santé Collective est impliqué avec le label CIES, qui est le premier label intersyndical créé il y a plus de 20 ans. C'était totalement novateur et auquel se sont ajoutés par la suite d'autres labels sur lesquels Virginie pourra vous expliquer que nous sommes également partie prenante. Voilà. Ce webinaire, on a décidé de l'orienter cette année sur les inégalités. Bien sûr, il y a les salariés qui n'accèdent pas au dispositif d'épargne parce que leur entreprise n'est pas équipée. Et là, on va voir particulièrement avec Eric si ça progresse dans les branches pour avoir des dispositifs négociés au niveau des branches professionnelles. Mais il y a aussi les inégalités à l'intérieur de l'entreprise. Selon les choix que vous allez faire, les salariés vont selon les mécaniques que vous allez mettre en place, en fait, ça aura un effet soit réducteur des inégalités, soit amplificateur de ces dernières. Donc, vous faites des choix qui sont cruciaux de ce point de vue-là. Et il y a encore une autre inégalité qui est celle de familiarité avec les dispositifs d'épargne, avec la finance, l'habitude à calculer, à se projeter dans l'avenir pour voir l'impact d'un choix qu'on fait maintenant, et notamment du point de vue fiscal et social. Comme on n'est pas loin du 8 mars et qu'on a envie d'en parler particulièrement en mars, mais aussi toute l'année, on fera un focus notamment sur la question du genre et l'impact que ça peut avoir dans les choix que font les salariés. Par voie de conséquence, ça va être l'impact de vos actions, de vos communications en direction des salariés et des différentes publics, populations cibles que vous aurez dans vos communications. Voilà, j'espère que dans ce séminaire, vous en ressortirez avec des envies, des idées, des outils pour bien négocier et accompagner les salariés.
Et sinon, je vous mettrai mon adresse mail. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me recontacter. Je suis là pour vous. Merci Sophie. Alors, en fait, j'ai dit sondage, mais c'est pas le sondage, c'est un quiz que tu as lancé. Et donc, je t'invite avant de passer la parole à Virginie, t'as un échantillon de réponses déjà. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire par rapport à la bonne réponse sur épargne salariale? Donc, pour ceux qui n'ont pas trouvé où était l'outil de sondage, c'est en bas à droite sur votre écran. Vous voyez le chat et là, on a des notifications quand il y a des nouveaux messages. La partie sondage, elle ne s'allume pas quand il y a un nouveau sondage. Donc, il faut vraiment bien écouter Rodolphe quand il dit répondez. Voilà, donc un salarié a une chance sur 2 de bénéficier d'épargne salariale. C'est au global sur toutes les entreprises. Et dans les TPE, ça descend. Alors, vous avez dit qu'il y a une chance sur 5 d'avoir de l'épargne en TPE. Ça a progressé. Maintenant, c'est un salarié sur 4 en TPE. Il y a encore bien des progrès à faire. Et Virginie va vous expliquer comment ça progresse. Contribuer, vous, dans vos négociations et nous, dans l'accompagnement des entreprises qu'on peut faire pour que ça progresse et que tous les salariés aient autant de chances partout d'avoir ces dispositifs disponibles. Ok. Par contre, il n'y a pas beaucoup de bonnes réponses. Quand même, il n'y a pas beaucoup de bonnes réponses, je constate. Moi. C'est la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ça a progressé par rapport à l'image qu'on en a. Donc, c'est super, en fait. Ouais, ok. On voit bien. Ok, parfait. Merci à toi, Sophie. Alors, Virginie, Virginie. Alors, Sophie en a un peu parlé justement au sein même d'une entreprise, indépendamment des questions de genre, de salaire et de taille d'entreprise dont on va aborder, qu'on va aborder. Comment toi tu vois simplement le fait que j'accède indépendamment de tout ça, entre les salariés qui va se contenter d'une utilisation figée, c'est-à-dire de ne pas faire bouger son épargne, l'épargne salariale, l'intéressement qu'il va placer sur un fonds, il va placer sur le fonds qui lui est proposé par défaut, les choix par défaut. Pour parler plus clair, quelle est la différence entre le salarié qui fait des choix qui fait pas de choix et le salarié qui en fait? Et en quoi déjà en soi ça, c'est un facteur d'inégalité? C'est vrai, Rodolphe, quand on parle d'inégalité, quand on pense aux inégalités d'accès à l'épargne salariale, comme tu le disais, en premier lieu, en fait, on pense d'abord, en effet, aux inégalités en termes de taille d'entreprise. Et on le voit dans le sondage, clairement, dans les très grandes entreprises, Sophie le disait, les salariés sont massivement équipés. Dans les plus petites entreprises, le taux d'équipement est encore relativement modeste, même si, en effet, il progresse. On pense aussi aux inégalités en termes de genre, vérifier, et les inégalités en termes de capacité d'épargne, donc clairement en termes de salaire. Mais c'est vrai qu'il y a un autre volet d'inégalité, c'est dans les entreprises qui sont équipées, l'inégalité de connaissances, et l'inégalité notamment de connaissances financières. C'était la semaine dernière, la semaine de l'éducation financière, donc on a beaucoup parlé de ce volet de la connaissance financière, qui est un volet essentiel, parce que c'est vrai que quand on se retrouve face à différents supports d'investissement, quand on doit placer sa participation, son intéressement ou même tout simplement faire un versement volontaire, beaucoup de salariés se retrouvent un peu perdus et du coup, comme tu le disais, Rodolphe, choisissent, ou ne choisissent pas, mais orientent leur épargne sur le placement par défaut. C'est pas forcément une mauvaise chose, ça dépend en fait des objectifs de placement de chacun. Mais donc pour nous, ça c'est un volet très important, cette connaissance au sens large des dispositifs, donc connaissance financière bien sûr, mais connaissance des mécanismes, des différentes sources d'alimentation, des possibilités de déblocage anticipé, des modalités de sortie. Tout cet ensemble de connaissances, cette maîtrise des dispositifs, elle est hyper importante pour placer en fonction de ses objectifs, pour devenir acteur tout simplement de son épargne, pour qu'il y ait de l'efficacité au final dans l'épargne. Et donc, encore une fois, ce volet qui pour nous est très très important en tant que prestataire d'épargne salariale et d'épargne retraite, on le retrouve, Sophie parlait de label tout à l'heure, au sein d'AXA, on a un label qui s'appelle l'offre citoyenne, qui repose sur 4 volets.
qui est la confiance, la prévention, l'environnement et la solidarité. Et si je fais juste le focus sur les 2 premiers volets, donc la confiance et la prévention, ça veut dire quoi concrètement côté épargne? Ça veut dire, en termes de confiance, comprendre, accompagner en fait les bénéficiaires, les adhérents à comprendre leur dispositif. Et donc, ça veut dire supprimer tout ce qui est jargon technique. Et Dieu sait que dans nos métiers, ça peut être un peu technique, mais on est aidé d'ailleurs par Sophie et son équipe pour adapter nos communications pour que ce soit plus clair, plus compréhensible de tous. Et puis la prévention, le deuxième volet, c'est aussi justement améliorer la connaissance financière. Donc ça passe aussi forcément par de la pédagogie. Et la pédagogie, elle peut être de plein de formes. Donc, on a évidemment des communications écrites, donc les fameux livrets salariés sur lesquels on travaille notamment avec Sophie encore une fois, mais aussi les réunions salariées. Donc, aller dans les entreprises, aller à la rencontre des salariés pour recevoir directement leurs questions. Et en fait, c'est ce qui nous permet aussi d'adapter nos communications en prenant les questions et parfois les idées reçues que l'on peut avoir de la part des salariés. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Parfait. Merci Virginie. Et c'est aussi le sens du partenariat que vous avez avec Philippe aussi. Hein. Bien sûr. Ok, parfait. Eh ben, on va commencer sur le sujet. Alors, les inégalités de genre, en quoi ça révèle les inégalités de genre, et qu'est-ce que ça sous-tend, surtout ces inégalités de genre qu'on peut percevoir sous le prisme du genre, mais c'est pas forcément aussi évident que ça à lire. Paul, donc toi tu représentes Philippe, vous faites du coaching financier, et tu me disais que vous êtes capable, et c'est vraiment une matière super quali, c'est quoi le retour d'expérience par rapport au sujet du genre et des inégalités d'accès au genre, enfin, ça ne veut rien dire, des inégalités d'accès. Sur la base de, tu me disais, vous avez 20 000 coachings que vous avez fait. Vous les screenez, ces coachings, vous les suivez. 25 000. 25 000. Voilà. Encore, la base, elle est encore plus solide. Et donc, qu'est-ce que ça renseigne? En fait, d'abord, nous, Philippe, on intervient effectivement parce qu'on s'est rendu compte que les produits d'épargne groupe, à la différence des produits individuels, n'étaient pas, entre guillemets, vendus. Hein. Je m'explique, hein, quand on travaille sur l'épargne individuelle des Français, il y a toujours un réseau intermédiaire qui propose le produit et qui le vend, entre guillemets. Quand il est bien vendu, il est expliqué. Ça, c'est du one-to-one, c'est de l'individualisation. Quand vous voyez proposer un contrat d'assurance vie, par exemple, hein, en théorie, on a dû vous l'expliquer. Alors, c'est que le travail n'a pas été fait. Donc, l'explication, elle est totalement individualisée. Elle est liée à votre situation personnelle, familiale, matrimoniale, etc. Bon. Ça n'est pas le cas dans un produit groupe. Dans un produit groupe, c'est négocié et ensuite, ça s'impose. Or, là, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les entreprises pour justement, via des réunions, c'est ce que disait Virginie, hein, par des réunions d'information, par des plaquettes, par des vidéos, par des sites, de faire entre guillemets, cette information sur le produit, mais il n'y a pas d'information individualisée. C'est pour ça que nous avons créé Philippe il y a 7 ans. C'est justement pour apporter un peu le Doctolib de l'épargne financière, hein, c'est-à-dire de faire en sorte qu'un salarié d'une entreprise cliente de Philippe puisse, en cliquant sur un lien, avoir un spécialiste qui va l'écouter et comprendre quels sont ses objectifs avant de l'aider à comprendre son produit et comment il peut l'aider dans cet objectif. Ça, je précise en intro. Alors, effectivement, depuis 7 ans, on a fait 25 000 coachings. Nous, ce qu'on constate, et on le constate comment? On le constate en réalisant des simulations avec le salarié, puisqu'on commence toujours dans l'épargne salariale par définir l'objectif qu'est le salarié. C'est une évidence, hein, mais en même temps, c'est bien de le rappeler. Quel est son objectif? Quel est son horizon de temps? Et ensuite, de faire le lien entre l'horizon de temps, le risque et le rendement. Ce sont 3 notions qui sont totalement corrélées. Donc, on essaye de faire toucher du doigt par des simulations aux salariés les liens entre ces différentes notions. Et quand on s'amuse avec cet outil, puisque le salarié peut également jouer, hein, c'est interactif, on s'aperçoit que les femmes ont tendance naturellement à prendre moins de risques que les hommes sur une durée de temps égale. Je m'explique. Si par exemple, vous êtes sur un horizon de temps de 10 ans, c'est-à-dire que vous voulez vous bloquer votre épargne sur 10 ans, en tout cas, vous n'avez pas besoin avant 10 ans,
Si un homme va accepter de prendre 50% de risque sur son placement, la femme va prendre plutôt 35% de risque. Il y a, d'une manière générale, à peu près 30%, on le constate, hein, quelles que soient les durées, quelles que soient les prises de risque, entre naturellement ce qu'aura tendance à faire ou à faire l'homme par rapport à ce que fera la femme. Il y a plein de raisons qui l'expliquent, hein, des raisons des stéréotypes, des questions d'éducation, des questions de manque de confiance, puisqu'on sait aussi, hein, parce que toutes les études le montrent, hein, il y a une d'énormes quantités d'études sur ce sujet, que les femmes ont tendance à avoir un peu moins confiance dans leur capacité à prendre des décisions en matière financière, et ça aussi, ça s'explique. Mais en tout cas, c'est un constat qui est corroboré par beaucoup d'études faites d'une manière différente. Or, pourquoi c'est important? C'est important parce que quand vous avez déjà une différence de salaire d'environ 25% entre hommes et femmes, évidemment, sans tenir compte du temps de travail ou du poste occupé, hein, c'est 25% dans l'ensemble. Hein. Si vous avez, et le calcul est assez facile à faire, si vous avez 75 de salaire pour la femme et 100 de salaire pour l'homme, ou 75 de capacité d'épargne pour la femme et 100 pour l'homme, qui correspond bien à ces 25% de différence, que l'homme va prendre en plus 30% de risque supplémentaire, bah à la fin, au bout de 10 ans, ce n'est pas 25% d'écart que vous avez, c'est 50% d'écart. C'est-à-dire que le patrimoine constitué par la femme, par ces deux phénomènes, donc inégalité de salaire d'une part, amplifiée par une prise de risque moindre, aboutit à 50% de patrimoine en moins au bout du compte, ce qui commence à faire vraiment beaucoup. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement de montrer aux personnes, pas que des femmes, hein, mais aux personnes, et c'est souvent des femmes, qui sont plus précautionneuses dans leur prise de risque, pour des raisons qui sont aussi liées au fait que traditionnellement, les femmes s'occupent davantage des dépenses du foyer, de l'épargne de précaution, de faire face aux aléas, tout ça a été aussi largement documenté. On essaie de leur montrer que sur une période longue, je parle bien des périodes longues, hein, pas des périodes d'1 ou 2 ans, pour les périodes longues, il est indispensable de mettre une dose de risque et que cette dose de risque, elle est fondamentale pour permettre de faire accroître justement l'épargne qui a été consentie et que ce n'est pas en soi un danger si l'horizon de temps a bien été défini. C'est intéressant d'entendre risque, danger, les mettre à côté en disant que ça fait, faut pas faire. Mais en prenant des risques, donc c'est quoi? Tu me disais quand on préparait l'entretien qu'en fait tu pouvais avoir une performance de 3-4% supérieure, c'est ça? C'est quoi le delta? Oui, la prime de risque, elle est au moins de 3-4%. Si vous voulez, entre le monétaire sur 10 ans, hein, on peut polémiquer là-dessus, mais enfin, on va dire un monétaire à 2% sur 10 ans. Et si on le compare à des fonds, je ne sais pas, moi, Action Europe, hein, qui sont de 6% sur 10 ans, ça fait bien 4% d'écart. Vous voyez? Donc oui, c'est à peu près ça. Ça peut être plus, ça peut être moins en fonction des périodes, mais fondamentalement, c'est ça. Donc ça fait une différence effectivement au bout du compte, hein, et c'est ce que disait aussi Sophie. Hein. Il y a ce que j'appelle moi un engrenage d'inégalité, hein, épopée gigone de l'inégalité. Hein. Vous en avez une qui en provoque une autre, qui en provoque une autre. Je pense qu'on va passer en revue. Il y en a d'autres parce que jusqu'à la fin de la vie, il y en a d'autres qui vont survenir. Malheureusement. Merci Paul, bah, tu reprendras la parole. Merci à toi pour cette mise en perspective intéressante. Virginie, toi tu constates de factuellement qu'il y a une dynamique de progression des souscriptions des femmes sur l'épargne salariale. Toi, vu de ta fenêtre, c'est ça. Ouais. Oui, en fait, nous, ce qu'on a regardé, c'est l'évolution des versements volontaires, la répartition des versements volontaires par genre. Et en effet, bon, on a aussi un portefeuille qui est plus majoritairement masculin, ce qui pouvait expliquer une prépondérance aussi des versements volontaires des hommes par rapport aux femmes. Mais depuis 2022, les femmes ne rattrapent pas leur retard, mais en tout cas sont sur une dynamique positive. Donc on a une réelle progression des versements volontaires des femmes. Alors, je n'ai pas l'explication, hein, parce qu'on ne fait pas de communication genrée sur les versements volontaires. On fait plutôt une communication par âge. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'en fonction de l'âge, de son positionnement dans sa carrière
et dans sa vie de façon globale, on n'a pas les mêmes objectifs d'épargne et donc pas les mêmes objectifs en termes de versement volontaire en fonction de son âge. Donc on est plutôt, nous, sur une segmentation, on va dire, en fonction de l'âge plutôt qu'en fonction du genre. Mais dans tous les cas, en effet, on constate une évolution des versements volontaires des femmes. Ce qu'on peut dire aussi, et qui rejoint la thématique de l'égalité d'accès au dispositif d'épargne, c'est que depuis quelques années, depuis 3-4 ans à peine, on a supprimé aussi les seuils, donc les planchers de versement sur les versements volontaires. Donc ça, c'est évidemment aussi pour une dynamique plus large, pour un accès de tous à l'épargne et au versement volontaire. Et on avait fait par exemple une communication sur les versements programmés qui disait tout simplement, même avec des petits montants, vous pouvez commencer à constituer votre épargne. On avait pris l'exemple pour le prix d'un café par jour, épargner le prix d'un café par jour, donc ça faisait 40 ou 45 euros par mois, pour rentrer dans une dynamique d'épargne sur du plus long terme et d'une dynamique de programmation, de versement régulier. Entendu. Là-dessus, sur les versements programmés, très bien. Paul aura l'occasion d'apporter un exemple. Tu parlais de l'évolution du cadre réglementaire. Il y en a un autre, c'est celui de le fait que les rentes sur les retraites, les retraites soient mixtes maintenant, et donc c'est au désavantage des hommes pour le coup. Alors la question c'est, tu me disais que vous avez été amené à communiquer pour annoncer en préalable pour faire passer la pilule aux hommes, peut-être pour certains qui potentiellement allaient avoir une petite surprise à découvrir cet alignement des planètes. Donc voilà. Exactement, oui, alignement des planètes, mais en fait tu le dis bien, certes, alors les hommes en effet ont avec cette évolution réglementaire, donc on est passé deux tables qui étaient genrées, donc on avait une table pour les hommes, on avait une table pour les femmes, qui s'expliquait par la différence d'espérance de vie par genre, qui est une réalité, et donc dans un souci d'harmonisation, de convergence avec l'ensemble des produits, cette exception en fait a été supprimée depuis le 1er janvier 2025 et on est passé sur une table mixte ou une table moyennée. Donc en effet, c'est au détriment des hommes qui perdent potentiellement 5 à 6% de rente et au bénéfice des femmes. Tout le monde n'est pas perdant dans l'histoire. Donc c'est cette table moyennée, elle est plutôt, ça va plutôt dans le bon sens par rapport à ce qu'on pouvait attendre initialement, parce que donc on savait que ces tables allaient disparaître, ces tables par genre allaient disparaître, mais il était question à un moment que ce soit la table femme qui soit appliquée pour l'ensemble des futurs rentiers. Et là, en effet, la baisse des rentes pour les hommes aurait été plus conséquente et puis les femmes n'auraient rien gagné dans l'histoire. Donc, plutôt une bonne nouvelle d'avoir cette table mixte. Deux choses. En effet, ça s'accompagne aussi d'une évolution des seuils pour recevoir une rente, c'est-à-dire que en fait, de plus en plus, les adhérents, les bénéficiaires d'épargne récupèrent leur épargne sous la forme d'un capital et non plus forcément sous la forme d'une rente. Et la deuxième chose, tu l'as mentionné, en effet, on a fait des communications ciblées. Donc, communication, évidemment, il fallait qu'on communique de façon globale sur cette évolution réglementaire. C'est un changement dans le calcul des futures rentes. Mais on avait aussi pas mal d'hommes, clients, donc adhérents, qui avaient déjà l'âge de liquider leur rente, donc de demander à percevoir leur rente, qu'ils n'avaient pas encore fait, parce que peut-être qu'ils étaient encore actifs, ou tout simplement ils attendaient, ils n'étaient pas pressés. Et donc, on a fait des communications ciblées sur les hommes de plus de 62 ans, avec un montant d'épargne suffisamment important pour être contraints, entre guillemets, de récupérer leur épargne sous la forme d'une rente, pour leur dire, voilà, à partir du 1er janvier, les règles changent. Donc, si vous voulez demander tout de suite, donc en 2024, à percevoir votre rente, vous pouvez le faire maintenant pour bénéficier d'une rente légèrement supérieure à ce que vous aurez si vous liquidez en 2025. On n'a pas constaté d'explosion des demandes pour autant. Donc,
pour l'instant, c'est entre guillemets un peu un non-événement. Ça reste relativement neutre, mais dans une logique de convergence pour les hommes et les femmes qui est assez naturelle en soi. Parfait. Merci à toi. Je profite, vous avez une notification de 8 séries de vidéos produites par AXA sur les essentiels de l'épargne salariale et je vous ai mis la notification qui apparaît là. Paul, il y a un autre point que toi que tu pointais sur les biais, on va dire, c'est un biais sur l'épargne salariale là encore et puis l'épargne retraite, le fait de pouvoir de pouvoir cumuler les plafonds d'exonération fiscale et dans un couple, et que en fait c'est souvent le déplafonnement, enfin le plafond de la femme qui servait à l'homme. Enfin bon bref, la femme perdait ses propres exonérations. Alors moi je suis pas un spécialiste là-dessus, et donc je vais te laisser embrayer sur le décryptage de ce que je viens de dire. À toi. Oui, non, mais de toute façon, c'est un peu technique, hein, mais bon, il faut savoir que les versements volontaires effectués sur un plan d'épargne retraite, PERCOL ou PERO, peuvent être déduits de son revenu imposable. C'est l'un des avantages de ces produits. Ils peuvent être déduits dans une limite qui est de 10% de ses revenus nets. Mais il y a un plafond qui s'impose et ce plafond, il peut être, donc ce plafond-là des 10%, pardon, il peut, comment dirais-je, s'additionner des plafonds non utilisés des 3 dernières années. Et il peut aussi s'additionner avec les plafonds de son conjoint. Donc cette faculté qui est donnée à un détenteur de pair de pouvoir faire des versements volontaires au-delà même des 10% est faite et est utilisée. Le fait est qu'elle est utilisée davantage par les hommes parce que les hommes ont un salaire qui est généralement supérieur. Donc c'est la préoccupation de faire baisser son impôt est plus présente. Et donc, ils vont avoir cette motivation fiscale plus présente et ils vont plus volontiers utiliser les plafonds de sa conjointe. Alors, vous allez me dire, où est le problème? Puisque finalement, si on est dans un couple marié ou dans un couple pacsé, finalement, cette réduction d'impôt, elle va profiter aux deux. On est en train de parler d'un même foyer fiscal. Elle va profiter au foyer. Alors, certes, mais c'est toujours quand il y a des problèmes que les choses deviennent compliquées. S'il y a un divorce, le plan d'épargne retraite, en tout cas le PERO, est considéré comme un bien propre. Donc, tout ce qui a favorisé la retraite de monsieur via des versements issus de la communauté, eh bien, ça va être compliqué pour madame divorcée d'obtenir ce qu'on appelle la récompense, c'est-à-dire la compensation en fait des sommes utilisées de la communauté pour renforcer la retraite de monsieur. C'est pas impossible, bien sûr, puisqu'il y a des tribunaux qui existent, mais ça va être compliqué. À la différence de l'épargne salariale où les biens sont considérés d'office comme des biens communs, pour le plan d'épargne retraite obligatoire, c'est d'office considéré comme un bien propre. Voilà en quoi l'utilisation des plafonds qui est plus le fait du conjoint, donc qui est plus le fait de l'homme que de la femme, peut, dans certaines situations, dans certaines circonstances, qui sont quand même assez communes au final, les séparations sont assez communes, provoquer une injustice. Parfait. Sophie, tu avais peut-être certainement envie de réagir là-dessus. C'est un sujet toi que tu posais. En quoi ça peut être un élément à intégrer dans l'éducation financière, que tout se passe bien dans un couple, mais quand ça se passe pas bien et en termes d'épargne salariale, de bien préparer. Non, juste une réaction quand on dit que c'est au détriment des hommes l'évolution de la table. Je ne pense pas, parce qu'on a quand même tous intérêt à vivre dans une société plus juste et plus solidaire. Voilà, c'est une façon de. Enfin, c'est important quand même c'est toute la question de l'assurance finalement. C'est de qui, de quoi et comment nous sentons nous solidaires. Comment on est prêt à mettre. C'est le sujet de l'assurance et de la mutualisation qu'on retrouve aussi dans la question
de cette gestion de l'épargne salariale. Surtout, c'est la seule réflexion que j'avais. J'ai surtout envie d'écouter les autres intervenants dans leurs témoignages. Merci à toi. Hélène et Eric, vous êtes patients et maintenant on va avoir. Je dis pas que c'était pas terrain avec Sophie, Virginie et Paul, bien entendu, mais vous n'êtes pas dans l'entreprise, et là on va avoir la chance d'avoir deux témoignages d'acteurs vraiment en lien clairement avec le monde de l'entreprise. Enfin, je dis n'importe quoi. Enfin, vous êtes vous êtes dans le monde de l'entreprise. Enfin bon, voilà, qui font vivre les dispositifs de l'intérieur. Et donc, on va commencer avec toi, Hélène. Donc, je rappelle, tu es vice-présidente de la CFE-CGC d'Orange. Tu es membre du conseil de surveillance du fonds d'actionnariat salarié d'Orange. Et en 2021, Orange a lancé une grande opération en termes d'épargne salariale et d'actionnariat salarié, avec l'originalité d'avoir un abondement unilatéral. Alors moi, c'est la première fois que j'entendais ce terme d'abondement unilatéral, c'est-à-dire que le salarié n'a pas besoin de mettre au pot pour pour que l'employeur mette de son côté. Sur l'épargne salariale et également, là c'est plus classique, c'est pas de l'abondement unilatéral, mais également il y avait également 400 € d'actions gratuites pour l'ensemble des salariés, et également donc de l'abonnement unilatéral sur le plan d'épargne groupe qui a une dimension internationale, et tu auras l'occasion de le préciser, avec 200 €, si je me trompe pas, tu me corrigeras, d'abondement unilatéral. Quoi que je fasse, j'ai 200 € et qu'est-ce que j'en fais? Alors, par rapport à tout ce qui s'est dit, en quoi ça a été un levier, ça crée une dynamique, je reprends ton terme, ça crée une dynamique de sursouscription, ce que tu me dis, hein, et donc par rapport aux inégalités, etc., en quoi ça a modifié des choses, et ça a été une impulsion pour des salariés de tilter sur l'intérêt qu'ils avaient à cogiter et à avoir peut-être l'épargne salariale autrement. À toi. Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, alors nous, on avait un objectif sur c'était une ORP qui s'est donc offre réservée au personnel d'actionnariat salarié chez Orange, qui s'est déroulée en 2021. Et nous, notre objectif, c'était qu'elle soit la plus démocratique possible, c'est-à-dire que le maximum de collègues puissent en profiter. Je souscris à ce qui a été dit sur les inégalités de capacité d'épargne, notamment entre les hommes et les femmes, mais on constate aussi pour les jeunes, pour les bas salaires. Donc, en fait, tout ce qu'on peut faire pour que tout le monde profite de ces dispositifs le mieux possible pour se constituer une épargne, c'est un de nos objectifs. Et en fait, quand on a préparé cette opération fin 2020, on avait la chance que la loi Pacte était passée par là, et elle a offert un certain nombre de dispositions nouvelles que l'on peut appliquer. Alors, bien sûr, sur les offres d'actionnariat salarié, où là, il y avait énormément de choses. Alors, effectivement, toi, Rodolphe, tu nous fais une opération encore plus positive que ce qu'elle était en réalité, puisque les 400 €, c'était 400 € d'actions gratuites pour toutes et tous. Ça, c'était l'abondement unilatéral qu'on ne pouvait pratiquer qu'en France. Là, je vais vous parler du dispositif France, parce que la loi Pacte, malheureusement, elle s'applique pas à l'étranger, mais j'y reviendrai. Et en fait, donc effectivement, que on souscrive ou pas, on avait au minimum 400 € d'actions gratuites dans cette opération. En parallèle, on avait effectivement une décote importante, la possibilité aussi d'arbitrer depuis des fonds diversifiés de son plan d'épargne. Donc, on avait ouvert au maximum l'éventail des possibles pour souscrire. Et puis, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure sur les questions de prise de risque. On avait une offre classique et une offre garantie dans ce dispositif, parce que, et on confirmera que les femmes sont toujours plus friandes des offres garanties. Alors, on comprend pourquoi, elles veulent moins prendre de risques, mais à la sortie, ce sont des offres qui sont en moyenne moins rémunératrices en sortie des dispositifs. Donc, effectivement, on a la sensation d'avoir des inégalités qui se cumulent dans le temps. Mais donc, pour nous, d'avoir ces 400 € d'actions gratuites
pour toutes et tous, c'était extrêmement important. Alors déjà, parce que c'est une grande satisfaction de se dire que chez Orange, depuis 2021, alors sauf pour les salariés qui sont arrivés après, mais en tout cas, tous les personnels d'Orange en France étaient actionnaires de leur entreprise. Donc ça a un côté tout à fait intéressant. Et puis surtout, c'était pour nous un point d'entrée extrêmement intéressant pour aller présenter le dispositif à nos collègues. Je crois que c'est Sophie tout à l'heure qui en parlait, de dire qu'il fallait beaucoup communiquer, y compris faire des réunions, faire des webinaires. Nous, on en fait énormément sur cette opération d'actionnariat salarié. J'ai refait des petites stats. C'est ça, nous, on a fait 30 réunions d'information dans toute la France, et dont à peu près un tiers qui était en visio nationale. On a touché à peu près sur un mois et demi, 8300 participants, c'est pas rien. On avait ouvert aussi un fil de questions-réponses sur un blog qui chez nous est dédié à l'épargne salariale. On a eu plus de 110 questions sur ce dispositif. Je ne vous raconte pas le nombre de questions qu'on a eues dans les interventions qu'on a faites. On n'avait pas le temps de les compter, on se concentrait sur la réponse. Mais c'est extrêmement important. Et le fait d'arriver à la rencontre des collègues en leur disant cette opération, tu vas bénéficier de 400 € d'actions gratuites, c'était un très bon point d'entrée parce que du coup, les gens s'y intéressaient. Alors que sinon, on a des collègues qui nous disent « Ah, l'actionnariat salarié, c'est sûrement super bien, mais moi, j'ai pas les moyens, j'y connais rien, je ne comprends rien, donc je ne m'y intéresse pas et je n'y investis pas. » Quand déjà, on arrive à la rencontre de collègues en disant « voilà, tu auras 400 €, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, du coup, ils disent « Ah bon, mais comment ?» Et on peut dérouler la présentation du dispositif. Et en fait, en termes de résultats, cette opération, alors c'était pas seulement lié à l'abondement unilatéral. On avait utilisé vraiment tous les leviers de la loi Pacte. C'était une volonté commune entre nous, les organisations syndicales et la direction de l'entreprise. Tout le monde était friand en plus d'utiliser ces nouveaux dispositifs qu'on n'avait pas encore testés. Donc, on voulait voir ce que ça donnait. Et en réalité, cette opération, elle a eu beaucoup de succès en termes de souscription. L'opération précédente qui datait de 2016, on avait eu un taux de souscription de 36%. Là, on est monté à 56%. Chez les femmes, on avait eu 31% de taux de souscription en 2016. En 2021, on en a eu 51%. Donc, un écart significatif. On a amélioré aussi la souscription des non-cadres de 22 à 39%. Et des jeunes, les moins de 25 ans, on est passé de 15 à 30 et les 25-29 de 30 à 49%. Donc ça, c'était tout à fait intéressant, mais on n'a pas gommé toutes les inégalités, puisque une des règles qu'on a énoncées au début de ce webinaire, elle continue à se vérifier, c'est que plus on a de capacité à épargner, plus on épargne. Ça paraît une lapalissade. Et que du coup, le taux de souscription le plus élevé, ça restait quand même sur la tranche des 50-55 ans qui ont souscrit à 64%. Et c'est très souvent des âges où on a déjà bien progressé dans sa carrière. Parfois, on a déjà, même souvent, on a déjà acheté sa résidence principale. Donc, on a une capacité d'épargne supplémentaire. Et puis, sur la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes, on a amélioré le taux de souscription, mais on n'a pas réduit les inégalités de montant, puisqu'on on a conservé le même écart entre le montant souscrit par les hommes et le montant souscrit par les femmes, qui est inférieur de 28% à presque un tiers entre les hommes et les femmes. Donc, il reste encore beaucoup de travail à faire pour gommer les inégalités, mais on considère que l'abondement unilatéral et des grilles d'abondement très généreuses, puisque pour en venir à la question des plans d'épargne internationaux, alors c'est très compliqué à mettre en œuvre. Chez Orange, on opère dans 36 pays. Il y a un plan d'épargne groupe international, mais effectivement, on ne bénéficie pas forcément des mêmes règles légales et fiscales qui, il faut le reconnaître, sont assez avantageuses en France
en faveur de l'épargne salariale et c'est un bon levier aussi pour en parler à nos collègues, hein, puisque notamment en France, on adore faire des économies fiscales. Donc, c'est une bonne entrée en matière, mais on n'a pas toujours ça à l'étranger. Et de ce fait, on avait une grille d'abondement où sur la première tranche de placement, l'abondement de l'entreprise était à 300%. Mais ça suffisait pas toujours parce que parfois les gains étaient effacés par la fiscalité en sortie. Ce qu'on a constaté d'amusant, en revanche, c'était que, et nous on dit ça souvent chez Orange, hein, l'Afrique nous surprend toujours, ils arrivent à faire des choses que nous on ne sait pas faire en France et en Europe, et dans 8 pays d'Afrique, eh bien, les femmes souscrivaient plus que les hommes. Et c'est effectivement, en tout cas dans les pays où on a beaucoup de salariés, c'était une exception par rapport à la France et aux autres pays européens. Alors, je ne sais pas quelles sont les bonnes recettes qu'il faut aller chercher en Afrique, mais peut-être il y a des études à faire sur le sujet pour savoir ce qui pourrait nous aider en France et en Europe à réduire aussi ces inégalités. Et merci Hélène pour ce témoignage. Alors, mais vous avez des petites idées pour parce que là, à t'entendre, donc les femmes ont plus souscrit, les non-cadres ont ont davantage souscrit, mais pour autant, on n'a pas passé la démultiplier. Enfin, on n'a pas. Et qu'est-ce qui ferait vous avez quelques idées sur qu'est-ce qui ferait que on puisse corriger davantage, corriger. Alors moi, bon, bien évidemment, hein, nous, un de nos chevaux de bataille, c'est de réduire les inégalités de salaire parce que finalement, quand même, tout part de là. Hein, pour épargner, encore faut-il avoir un reste financier une fois qu'on a géré les dépenses du ménage. Bon, je suis tout à fait d'accord sur la question de l'éducation financière, hein, puisque il y a eu pas mal d'études et d'ouvrages sur la question qui démontrent que dans les couples, les femmes, eh bien, elles payent toutes les dépenses du quotidien et les hommes construisent le patrimoine. Et bon, quand on se met en couple, on est très fleur bleue et on se dit que tout ça n'est pas un problème. Mais le jour où on divorce, eh bien, monsieur a le patrimoine et madame qui a acheté les couches et la bouffe, elle a une main devant, une main derrière quand elle se retrouve à faire face à cette situation. Donc, d'éduquer les femmes et de leur dire que oui, la construction d'un patrimoine, ça les concerne aussi et que il est indispensable que dans un couple, chacun se constitue son patrimoine, alimente l'épargne de manière équitable dans le couple, que ce soit pas le fait que des hommes ou que des femmes. Ça, je pense que c'est très important. Et bon, nous, sur les questions, ça a été souligné tout à l'heure, je crois, par Virginie, hein, le fait que l'épargne salariale, c'est parfois assez complexe. Et nous, on considère que le fait que les organisations syndicales, les militants et les représentants syndicaux s'investissent beaucoup dans l'information vis-à-vis de leurs collègues, c'est aussi extrêmement important pour donner confiance aux gens et leur donner envie de mettre le pied à l'étrier. Et moi, je dis effectivement, c'était pas de mon fait d'ailleurs, hein, c'était mon président qui m'a mise sur le sujet d'épargne salariale. Mais en fait, si vous voulez que les femmes souscrivent, que les jeunes souscrivent, que les non-cadres souscrivent, eh ben, mettez des militants syndicaux, des femmes, des non-cadres, des jeunes, formez-les pour qu'ils soient capables de parler d'épargne salariale et ils vont parler d'égal à égal avec d'autres gens. Et moi, en tant que femme, qui en plus, je suis pas une fan d'argent, hein, et je le dis souvent quand j'échange avec mes collègues, le fait que je leur dise, bah voilà, moi j'y arrive, si c'est pour moi, c'est aussi pour toi. Et c'est cette question d'identification, elle est beaucoup moins neutre que ce qu'on pourrait imaginer dans les échanges qu'on a avec nos collègues. Hein. Parce qu'en réalité, quand on n'est pas connaisseur en épargne salariale, et en épargne en général d'ailleurs, hein, comme c'est complexe, eh bien, très facilement vient, j'y comprends rien, c'est pas pour moi,
où vient la suspicion qu'on risque de se tromper, de se faire avoir dans un dispositif. Et donc, le fait que des salariés équivalents à soi-même puissent expliquer les dispositifs, c'est extrêmement important pour rassurer. Alors moi, je vais faire une précision qu'on fait aussi souvent dans l'entreprise. Nous, on explique, et moi je peux vraiment vous décortiquer tous les dispositifs d'épargne salariale, comment ça marche chez Orange, quel est le choix d'offres, etc. Par contre, on ne fait pas de conseil en placement financier. D'abord, c'est pas notre métier, on n'y connaît rien. On connaît les règles. Et donc, du coup, on travaille avec des partenaires externes pour organiser des webinaires et aussi faire du coaching individuel parce que, effectivement, de partir de quels sont mes besoins, quelles sont mes ressources, quels sont mes objectifs pour construire un plan d'épargne, c'est un aspect extrêmement intéressant et très important à faire parce qu'en réalité, il n'y a pas de règle universelle. Nous, c'est une question que nous posent très souvent les collègues quand on parle d'épargne salariale. Ils nous disent, bon, alors là, on va toucher la participation, l'intéressement. Où est-ce qu'il faut mettre l'argent? Moi, je ne peux pas te conseiller là-dessus parce que c'est en fonction de toi. C'est quoi tes objectifs? Dans combien de temps tu vas avoir besoin d'utiliser ton argent? Et du coup, voilà, c'est ce qui a été rappelé tout à l'heure, l'horizon de placement, le risque qu'on est prêt à prendre et sous combien de temps on va utiliser son épargne, ça va conditionner effectivement le choix des actifs qu'on va choisir. Et donc voilà, mais moi j'invite vraiment tous les représentants syndicaux dans les entreprises à prendre leur bâton de pèlerin pour expliquer les dispositifs. Je pense qu'on est des acteurs très reconnus sur ce plan chez Orange et que ça fait vraiment avancer les choses. Voilà. Merci beaucoup Hélène, c'est à t'entendre très intéressant de voir que c'est clairement un levier d'interaction avec les salariés, l'épargne salariale, pour peu qu'on mouille la chemise pour pouvoir aller au contact et questionner et prendre les questions et se donner les moyens d'y répondre. Et donc c'est vraiment un levier d'interaction fort et donc c'est intéressant de le noter. Merci à toi, tu pourras reprendre la parole. Je passe la parole à Paul. Alors Paul, sur l'abondement Virginie en parlait de versements programmés pour faciliter l'accès des petits salaires, indépendamment du genre, des petits salaires, voire des salaires à l'épargne salariale. Et toi, tu as un exemple d'une entreprise qui conditionne l'abondement au fait que les salariés fassent des versements mensuels, des petits versements mensuels, et donc c'est une porte d'accès, un gage d'égalité d'accès. Donc si tu peux nous préciser le dispositif. Oui, alors déjà, il faut savoir que les politiques d'abondement, elles dépendent de l'objectif de l'entreprise. À partir du moment où l'entreprise décide avec les partenaires sociaux de mettre une certaine somme en matière d'abondement, comment on va construire le système d'abondement? Alors ça peut être de l'abondement unilatéral, c'est une première manière de le faire. Maintenant, c'est rarement le cas, mais ça existe, c'est possible. Donc, généralement, on conditionne l'abondement à des critères. Le plus souvent, c'est le critère de versement, bien entendu. Je verse tant, donc j'ai 100% d'abondement. Je verse un peu plus, j'ai 50%. C'est souvent dégressif, je vais y revenir. Parce que c'est assez vertueux de le faire ainsi. Mais on peut aussi mettre davantage d'abondement lorsqu'il s'agit de pousser la souscription de la propre action de l'entreprise. D'ailleurs, la loi autorise à mettre davantage d'abondement dans ce cadre-là. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que ça se fait souvent. Et puis, si on veut privilégier le PE, plus exactement, si on veut privilégier le PER par rapport au PE, on va mettre davantage d'abondement sur les versements faits sur le PER que sur le PE, ce qui est logique, puisque sur le PERCOL, l'argent est bloqué jusqu'à sa retraite, alors sur le PE, elle est bloquée que 5 ans avec plein de clauses de déblocage. Donc, pour inciter les gens à bloquer leur argent, il faut mettre une carotte au bout. Donc, il y a des entreprises qui privilégient ça, ce qui est une bonne chose pour le salarié d'ailleurs, pour la préparation de sa retraite. Bon. On peut aussi privilégier les anciens collaborateurs, donc la fidélisation, plutôt que les jeunes rentrants.
Ça, moi, j'ai vu des entreprises qui mettaient de l'abondement à partir de 15 ans d'ancienneté. Donc, on peut faire beaucoup de choses en matière d'abondement. Alors, par rapport à ta question sur les inégalités, oui, nous, on travaille par exemple pour la Française des Jeux. La Française des Jeux a un système que je trouve original parce que il suffit de mettre 25 € par mois pour avoir 300% d'abondement. Donc, 25 € par mois, c'est une somme raisonnable. 25 € par mois, ça fait 300 € par an. Tous les salariés de l'FDJ peuvent consentir cet effort, 25 € par mois. Et si je le fais sous forme de versement régulier, la Française des Jeux me donne 900 €. Donc 300% pour des versements finalement assez accessibles à tous les salaires de l'entreprise, même y compris les plus petits. Et c'est une vertu pour moi intéressante. Alors, ça le serait d'autant plus, mais ce n'est pas le cas chez FDJ, mais ça le serait d'autant plus si les 900 € étaient investis de la même manière, c'est-à-dire sous forme fractionnée, en versement régulier. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un principe dans la finance qui fait que pour investir sur les marchés financiers, il faut le faire de manière régulière je ne vais pas rentrer dans la technique, mais pour simplement lisser le coût d'achat. Donc, et ne pas intervenir quand les prix sont les plus hauts, parce qu'on ne sait jamais si c'est le bon moment. Donc, c'est très, très bien de faire des versements réguliers. Enfin, tout ça pour dire que le système d'abondement permet une grande latitude. Le système d'abondement qui, moi, me paraît le plus effectivement de nature à favoriser les bas salaires, c'est évidemment de mettre le pourcentage le plus élevé sur la tranche la plus basse. De 0, par exemple, je vous donne un exemple, de 0 à 500 € quand on a sa prime d'intéressement de participation, les 500 premiers euros peuvent être abondés à 300 ou à 100 ou à 200, enfin peu importe. Et ensuite, c'est dégressif. De 500 à 1000, ça peut être à 50, de 1000 à 3000, ça peut être à 20. Enfin, ça, c'est en fonction des budgets. Et pour anticiper peut-être une question que tu m'avais posée lors de la préparation, c'est pas désincitatif pour les salaires élevés. Moi, j'ai jamais constaté des salaires élevés qui disaient c'est pas juste, il y a 100, 200, 300% jusqu'à 100. Non, parce qu'ils en bénéficient aussi. Et donc, il y a pas, ça paraît normal à tout le monde au fond. On est en France, donc la tranche marginale d'imposition, c'est un système progressif, c'est pas un système linéaire. Donc, tout le monde est habitué à ce que ça se passe comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est un bon système. Pour être honnête, c'est le plus fréquent. Donc, les entreprises ont bien compris que c'était une bonne manière de faire. Et donc, je crois que tout le monde y trouve son compte lorsque c'est fait ainsi. Parfait. Il y avait une autre petite question que je posais, c'était, si on parle de petits salaires, donc des salaires des personnes qui sont pas fiscalisées, l'abondement peut suffire à être une carotte suffisante pour pouvoir dire je vais profiter de l'épargne salariale quand bien même je suis pas fiscalisé? Ah oui, c'est-à-dire que il y a des entreprises. Bon, déjà, il faut dire que nous, on intervient souvent sur des ETI ou des grandes entreprises parce que c'est là où les dispositifs sont les plus complets. On l'a vu tout à l'heure, les petites entreprises, elles étaient moins riches dans le domaine, même si les choses étaient en train de changer. Donc, dans les grandes entreprises, on a des salaires qui sont plutôt supérieurs au reste de la France. Cela étant dit, on traite des grandes entreprises qui ont aussi des salaires faibles, parce que manutentionnaires, parce qu'en entrepôt, parce que ceci, parce que cela. Et donc, ceux-là ne sont, pour certains d'entre eux, pas fiscalisés du tout. Donc, quand ils ne sont pas fiscalisés, c'est vrai que la carotte de la fiscalisation pour les primes, elle perd de son attrait. En général, ce qui convainc beaucoup les personnes de verser leurs primes de participation intéressement sur un dispositif d'épargne salariale, c'est le fait que ces sommes sont exonérées d'impôts. Donc, quand on ne paye pas d'impôts, on est moins sensible. Alors, on est aussi moins sensible tout simplement parce qu'on a du mal à joindre les deux bouts. Donc, on veut se faire verser tout de suite sa prime et on n'a pas la possibilité de la bloquer. Donc, ça, il faut le comprendre. Pour ces personnes-là, en tout cas pour celles qui pourraient le faire mais qui ne le font pas parce qu'elles ne voient pas l'intérêt fiscal, alors le système d'abondement peut être évidemment incitatif. Surtout sur un PE, parce que le PE, bon, on dit que c'est bloqué 5 ans, mais c'est très relatif. Je crois qu'il y a, je ne me souviens jamais parce qu'il y en a chaque fois qui arrivent, mais il y a 12 ou 13 causes de déblocage aujourd'hui. Donc, c'est un produit qui est relativement souple. Et donc, si on met un système d'abondement généreux pour les personnes qui ne payent pas d'impôts, elles vont davantage être tentées peut-être de mettre leur prime, ou une partie de leur prime, celle qui est la plus abondée, sur un PE, voire sur un PER.
et ainsi se mettre dans une situation d'épargne régulière, même faible, hein, mais sur du long terme, c'est important pour compenser les problématiques qui surgiront au moment de la retraite. Donc oui, le système d'abondement, il est incitatif incontestablement. Parfait, merci. Alors, parole à Virginie. Toi, alors Virginie, tu plaides pour que l'abondement il soit versé indifféremment du support, c'est ça? Tu prêches pour un abondement universel? Alors, pas exactement. Enfin, déjà, bon, Paul a dit beaucoup de choses sur l'abondement et a rappelé déjà que l'abondement est facultatif. Hein, toutes les entreprises ne proposent pas d'abondement à leurs salariés, loin s'en faut. Donc, les dispositifs qui ont la chance d'avoir une formule d'abondement, voilà, ne sont pas si majoritaires que ça. Et en fait, l'abondement, c'est un vrai élément de négociation en fonction, en effet, de ce que l'on veut prôner, de ce que l'on veut mettre en place dans l'entreprise. Parce que les formules d'abondement sont sont même assez souples. Paul parlait en effet de la capacité d'abonder uniquement l'action maison ou de pouvoir abonder uniquement la retraite ou uniquement l'épargne à court terme. Bref, on peut faire plein de choses avec la formule d'abondement et on peut aussi déterminer la formule d'abondement en fonction des sources d'alimentation. Moi, c'était plutôt sur ce point-là que je voulais remettre en perspective avec notre sujet d'aujourd'hui. C'est que parfois, dans des dispositifs, on voit de l'abondement soit uniquement sur les versements volontaires ou uniquement sur la participation ou la participation et l'intéressement, etc. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que l'abondement doit être de façon uniforme, enfin, en tout cas indifféremment de la source d'alimentation pour que cet abondement soit utilisé. Je prends un exemple, quand l'abondement n'est dirigé que sur la participation et l'intéressement, la première année de présence dans l'entreprise, vous n'avez pas accès à l'abondement dans ces cas-là, parce que la première année, vous n'avez pas de participation, vous n'avez pas d'intéressement, vous n'avez pas l'ancienneté suffisante. Donc, vous ne pouvez pas accéder à l'abondement dans ces cas-là. Donc, il est important que l'abondement soit appliqué sur l'ensemble des sources d'alimentation. Et au-delà de ça, ce qui est assez, moi, ce qui me surprend toujours, c'est quand on regarde l'utilisation de l'abondement. On devrait potentiellement être quasiment à 100% d'utilisation de l'abondement. C'est une prime que l'entreprise vous donne, sans charge, sans fiscalité. C'est un cadeau, hein. C'est un cadeau supplémentaire pour vous aider à épargner. Alors, vous allez me dire, tout le monde n'a pas la capacité d'épargne, mais on a bien parlé aussi justement de favoriser les premières tranches, les petits versements pour accéder à cet abondement. Et en fait, quand on creuse un petit peu pour savoir pourquoi cet abondement n'est pas forcément utilisé de façon massive, c'est parce qu'il y a une méconnaissance des règles d'abondement et du principe de l'abondement. Ça peut paraître assez simple, l'abondement, mais encore une fois, c'est une question de connaissance au sens large des dispositifs et c'est pas évident pour l'ensemble des salariés qui n'ont pas forcément eu d'abondement dans des précédentes entreprises. Je vous donne juste une illustration, un exemple qui m'avait surpris une fois dans une entreprise. C'est une jeune salariée qui avait accès à d'abondement sur son plan d'épargne retraite et qui me disait non, moi je ne vais pas le chercher parce que je suis toute jeune, donc quand je vais changer d'entreprise, je vais perdre cet abondement, je ne partirai pas avec. Je dis non, c'est pas le cas. Donc il y a des idées reçues comme ça parfois sur des principes, sur l'épargne salariale, de se dire cet abondement ne m'appartient pas, si je change d'entreprise, je vais perdre cet abondement et en revanche, l'épargne que j'aurais placée sur le plan d'épargne retraite, là, va rester bloquée jusqu'à la fin de ma carrière. Donc, il faut faire beaucoup de pédagogie sur la gestion financière, sur les sources d'alimentation et y compris sur l'abondement pour accompagner, encore une fois, les salariés et leur montrer l'intérêt de cet abondement. Merci Virginie. À toi, Eric. Ouais, est-ce que je peux ajouter juste Bien un sûr. truc pour rebondir là-dessus? Ouais, vas-y. Il faut que ce soit le plus simple possible. Et donc de dire l'abondement, vous y avez droit, quelle que soit la source de vos versements, c'est une manière de faciliter l'accès. Parce que on l'a souligné, hein, les placements financiers, les classes d'actifs, les niveaux de risque et l'horizon de placement, c'est des notions complexes. Donc, simplifier l'accès à l'abondement, dire, quel que soit l'endroit d'où vient l'argent,
tu as droit à l'abondement. Et nous, on milite, justement, parce qu'on a des grilles différenciées entre PEG et PERCOL, on milite pour que ce soit la même chose sur tous les dispositifs. La simplicité facilite l'accès, et notamment des femmes et des bas salaires. Et simplicité des taux aussi, on ne fait pas des 57,5%, on fait du 100%, du 200%, du 300%, des choses qui sont faciles à calculer pour tous. Alors, Exactement. simplicité, on va y aller avec Eric, parce que sur le sujet des TPE, PME, le sujet de la simplicité, c'en est un. Et en préalable, on parlait d'abondement, Eric, en quoi, voilà, pour l'instant, à moins que je me trompe, mais il n'y a pas aucun accord de branche en épargne salariale qui contraint les entreprises de la convention collective à mettre en place un abondement. C'est complètement, ça a été souligné, à la main de l'employeur, et ça serait la fausse bonne idée. Comment toi tu vois, toi qui es en contact avec des représentants des organisations patronales qui représentent des secteurs d'activité comme la coiffure ou d'autres, où c'est des myriades de TPE, PME, leur accroche par rapport à l'épargne salariale. Ton regard, à toi. Oui, alors comme tu l'as dit, effectivement, je suis en contact depuis longtemps parce qu'en fait, les TPE est un secteur qui m'intéresse vraiment et depuis très très longtemps. Je les ai découverts quand j'ai dirigé pour une grande organisation la négociation collective il y a maintenant longtemps. Et quand on a mis en place les accords sur le dialogue social et le manque de moyens qu'ont les branches qui couvrent des TPE pour faire du suivi, de l'information, etc., alors qu'elles ont des obligations de plus en plus fortes. Et c'est comme ça que j'ai découvert les TPE. Et ça fait 20 ans que je travaille, bien que ça ne soit pas là, comme tous les syndicats, que j'ai la majorité de mes adhérents, bien évidemment. Donc, comme tu le disais, les accords de branche qui mettent en place de l'épargne salariale et notamment souvent sur lien avec un PERCO, plan d'épargne retraite, mais n'oblige jamais, enfin en tout cas, je n'en connais pas, qui oblige à un abondement. L'abondement peut être marqué, on peut être incitatif, mais il ne devient pas obligatoire. De surcroît, beaucoup de ces accords sont des accords cadres pour les branches, c'est-à-dire qu'il n'est pas non plus d'application directe dans les entreprises de type dans les petites entreprises. Hein, il y a aussi un acte volontaire pour l'entreprise pour le mettre en place. Donc il y a deux niveaux. Un, l'entreprise le met en place, et deux, éventuellement, si elle le met en place, le fait de mettre un abondement ou pas. Dans tout ce que j'ai entendu, en fait, la difficulté là-dedans, la première difficulté pour les petites entreprises, mais finalement, dans le secteur que mon syndicat et que je connais le mieux, qui est le secteur de commerce et des services, et notamment sur le commerce, c'est aussi un problématique, même pour des entreprises plus importantes, de structuration des entreprises. Car quand vous êtes dans des entreprises éclatées, et quand j'entends éclatées sur l'ensemble du territoire, avec des établissements où vous n'avez que 2 à 3 salariés, ça n'est pas la même chose que dans des entreprises importantes où vous avez des établissements où vous avez énormément de salariés, ou des entreprises où tous les salariés sont la même chose. Et j'entends, c'est pour la capacité de faire passer l'information. Parce que la problématique pour l'épargne salariale, c'est de la connaître, la comprendre et d'avoir les explications. Donc voilà, donc dans les TPE, effectivement, les accords sont des accords de branche. Et après, ça découle, une fois qu'il est mis, faut-il que l'employeur le connaisse? Faut-il après qu'il ait la capacité à le diffuser et à l'expliquer à ses salariés, et que ceux-là aient la capacité à l'appréhender? Sans compter après qu'a été parlé pas mal des salaires, des problématiques, enfin je veux dire de salaire. J'entendais une réflexion tout à l'heure, c'est vrai que petit salaire ne veut pas dire la même chose dans tous les secteurs professionnels, on l'oublie. Il y a des secteurs professionnels où quand vous parlez à des salariés qui vous parlent de petits salaires, leurs petits salaires sont souvent, peuvent être quelquefois de 25 à 30% plus élevés que dans d'autres secteurs professionnels. Donc, fatalement, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Voilà.
Eric, tu me parlais, j'embraye, j'inverse un peu l'ordre des questions que je voulais te poser, mais sur la diffusion d'un accord de branche sur l'épargne salariale, comment tu vois, toi, vu de ta fenêtre, le rôle des cabinets d'expertise comptable? Alors, Ils font le boulot ou pas? alors, c'est toute la difficulté. Quand on parle de TPE, en fait, donc quand on parle de TPE, on parle des entreprises moins de 50. Mais là, tout d'un coup, il y a vraiment énormément de différences entre une entreprise qui fait 50 et une entreprise qui fait moins de 10. Dans les deux cas, les accords de TPE s'adressent aux mêmes. Mais dans tout, quasiment, enfin moi, ce que je vois dans presque toutes les entreprises de moins de 10, la réalité de qui fait l'information, on va dire, au niveau ressources humaines, gestion, etc., sont les cabinets d'expertise comptable la plupart du temps. Et là, eh ben, il y a tout, enfin, on y trouve tout, c'est-à-dire la plupart. Bon, ces cabinets vont faire un bon travail pour tout ce qui est des obligations comptables de l'entreprise. Pour ce qui est de l'information sur les obligations conventionnelles ou les mises en place par les conventions collectives, là, il y aurait beaucoup à en dire parce que dans la réalité, les cabinets ne le maîtrisent pas, sachant qu'ils interviennent souvent sur des entreprises de secteurs divers qui, chacune d'entre elles, peuvent dépendre de conventions collectives différentes. Et c'est là où rentre toute la complexité et la beauté du geste. Comment fait-on descendre l'information ? Et on le voit sur des choses déjà très très simples qui vont être plus courants, sur des obligations impérieuses que peuvent y avoir sur les salariés, ou notamment par exemple quand il y a des périodes de licenciement où il y a des erreurs qui sont faites fortement parce que le cabinet qui conseille l'employeur ne maîtrise pas les règles sociales. Alors imaginez quand on est dans de l'épargne salariale. Alors, très bien. Alors, indépendamment du contexte, il y a un élément psychologique pour un petit patron. Il n'y a rien de péjoratif, il n'y a rien dans l'expression que Non, j'emploie. ça représente plus de la moitié des salariés en France, hein, je le rappelle quand même. Hein. Les petits patrons? Non, Non, mais les salariés des TPE. Oui, bien sûr. Non, ça, bien sûr. Mais l'employeur de ces salariés, les employeurs de ces salariés, en quoi ils ont un problème? Il y a un frein psychologique sur le fait que, en rentrant dans une logique d'épargne salariale et d'abondement, s'ils le mettent en place, ils ont l'impression de perdre la main. Je reprends ton expression. Je veux avoir la main et là, je pense que je maîtrise pas, je m'engage sur un truc, en plus dans le contexte législatif actuel, bref, etc. Moi, je veux avoir la main et je l'ai pas. Oui, moi je plaide, et là pas forcément mes petits camarades d'autres organisations, je plaide pour une vraie stabilité des règles sociales et qu'on évite d'avoir des annonces tous les matins, parce que autant les grandes entreprises ont les moyens, là il y a des représentants de plusieurs très grandes entreprises, ont très largement les moyens d'y faire face avec toutes les structures, etc. Mais dès qu'on descend dans des entreprises, et là carrément y compris 50, qui n'ont de toute manière au mieux, quelqu'un qui est juriste, qui va s'occuper plus ou moins des ressources humaines, et quand on sait tout ce qu'il y a à savoir dans ce domaine-là, forcément c'est compliqué. Alors si en plus elle doit connaître les règles fiscales, enfin applicables, bonjour. Oui, en fait, beaucoup de patrons de branche ou de petits patrons, et dans ma bouche, c'est absolument pas péjoratif, on souhaite être sûr que quand ils font des choses, ça ne les emmène pas dans des territoires qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc, fatalement, quand vous voyez aujourd'hui des variabilités dans les engagements financiers, mettre en place des choses, ils ont besoin d'être sûrs, certains, que ça ne les emmènera pas dans des engagements qu'ils ne pourraient pas tenir. Et c'est pas aussi évident que ça. Parce que même si c'est vrai, quand il y a des spécialistes, que si vous mettez des accords, ça ne les engagerait pas outre mesure, il faut qu'ils en soient convaincus. La problématique, encore une fois, c'est une question d'information. C'est-à-dire que si on est dans les TPE, avant même que le salarié ait la connaissance, il faut que l'employeur ait lui-même la maîtrise. Et là, quand une branche met en place un accord, la branche elle-même n'a pas la capacité, en réalité, d'aller contacter
tous les employeurs de son secteur. Elle va faire de l'information. Et éventuellement, l'organisme qui va être sélectionné, lui-même va avoir un investissement, mais c'est pas vrai, il ne va pas aller voir, et ça n'est pas possible, tous les employeurs. Donc, on est dans une mise en place d'une forme d'information que vous, de toute manière, il faut malgré tout aller chercher. Elle n'arrive pas directement à vous. Et donc, reste toute cette difficulté de compréhension et de crainte. Et de crainte en plus, effectivement, quand vous pensez ou quand vous êtes convaincu que vous avez des incertitudes sur les règles fiscales ou sociales qui peuvent s'appliquer à vos entreprises. Donc, voilà, d'où je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'il serait fort judicieux que nos gouvernants un jour se disent on vous garantit une stabilité forte des règles sociales et économiques qui vous sont applicables et que vous n'aurez pas une variation l'année prochaine au prochain budget voté. Entendu, message passé. Et alors, Eric, dernière petite relance. On est d'accord que c'est le salaire le plus important. On l'a vu dans un secteur d'activité où ce sont principalement des TPE qui sont représentés. C'est celui de la restauration. Où là, post-Covid, on a bien vu la dynamique qui a été impulsée, enfin qui a été contraint et forcée, qui a été mise en place sur les salaires. Et, par contre, on n'a pas parlé d'épargne salariale, on a parlé de salaire, d'augmentation des salaires. Point quoi. C'est ça. C'est-à-dire que en sortant du Covid, il y a eu en France et je pense à peu près partout dans le monde un petit boom économique. Tout le monde s'est remis à consommer et à partir de là, certains secteurs qui sont des secteurs où l'emploi est direct pour pouvoir servir vos clients, il faut avoir du monde. Donc, notamment la restauration a dû se réfléchir sur son organisation et notamment sur ses salaires, où les salaires étaient particulièrement bas en général et dans des conditions de travail compliquées, pas inhumaines mais difficiles. Et donc on a amélioré dans beaucoup de conditions les conditions de travail et on a amélioré les salaires. Bien. Et c'est la première chose parce que les salariés, malgré tout, quand vous les voyez, la première chose qu'ils demandent, c'est une augmentation de salaire. Ils vous parlent rarement directement d'une épargne. Ils vous parlent de leur salaire d'abord, ce qu'ils touchent tout de suite. Et voilà. Et après, malheureusement, on le voit, il y a eu quand même une forme, après cette embellie, une forme de stagnation. Et on le voit aujourd'hui. Bon, les rémunérations dans ce secteur se tassent malgré tout. Et l'épargne, on a deux problèmes. Le nombre, donc l'information, comment on descend l'information, le fait que les salariés restent longtemps, parce que là aussi, si vous avez un turnover important, vous ne mettez rien en place avec vos salariés. Et là, il y a du turnover. Et la maîtrise du sujet pour la mise en place. Donc la priorité, en tout cas, était effectivement le salaire et pas les placements et l'épargne. Parfait. Merci Eric pour ce tableau TPE et qu'on prolonge avec Virginie. Vous avez lancé une offre dédiée à l'épargne salariale et l'épargne retraite pour les TPE en partenariat avec Philippe, avec l'originalité d'avoir en inclusion, pour employer un terme protection sociale, dans l'offre le service proposé par Philippe. Et je te laisse le présenter. Oui, en effet, Rodolphe. Donc, nous avons révisé notre offre à destination des TPE l'année dernière, en épargne salariale et en épargne retraite. Donc, l'idée, c'était d'élargir les possibilités en termes de gestion financière, de simplifier encore la souscription des dispositifs d'épargne salariale, parce qu'on sait que c'est un sujet aussi pour les TPE, hein, ils ont besoin de simplicité. Et dans nos ambitions, l'idée c'était aussi d'accroître les services associés à cette offre à destination des TPE. Et donc il nous a semblé assez naturel, assez légitime
voire indispensable, d'inclure dans cette offre d'épargne collective la même qualité d'accès à l'information, la même qualité d'accès à la pédagogie que ce qu'on pouvait offrir pour des entreprises de taille plus significative. Et donc, en effet, on a intégré automatiquement le coaching épargne que l'on connaît depuis quelques années et qui fonctionne très bien, enfin, dont les retours sont très positifs. On l'a intégré aussi à destination des TPE pour que tous les salariés des petites structures puissent avoir ce moment privilégié avec un coach et puissent améliorer leur connaissance des dispositifs, connaissance financière, mais pas uniquement. Ok. Et alors, Virginie, ça donne quoi? Il y a une obligation maintenant pour les plus de 11 salariés sur le partage de la valeur, etc. Donc, oui. Il y a une source d'alimentation. Elle va où? C'est quoi la tendance? On part de rien ou pas grand-chose? Alors, on part pas totalement de rien, parce qu'on l'a vu, c'était la première question du sondage tout à l'heure. Hein, donc, on a quand même un quart maintenant. C'est un quart, hein, ce que tu disais, Sophie, un quart des entreprises, des TPE, PME qui sont couvertes par un dispositif d'épargne salariée. Les toutes petites structures n'ont pas attendu, enfin pour certaines en tout cas, la loi partage de la valeur pour être équipées, parce qu'elles avaient déjà bien compris les avantages à la fois pour l'entreprise et les salariés de la mise en place de dispositifs d'épargne salariale. Il y a encore beaucoup de chemin. C'est clair. Enfin, on n'est pas encore à un taux d'équipement équivalent aux grandes structures et ça prendra forcément du temps. En tout cas, nous, ce qu'on constate depuis le début de l'année, donc c'est quand même assez récent hein, comme obligation de mise en place, c'est qu'on a une progression assez significative. On a une progression de plus de 30% des souscriptions de dispositifs d'épargne salariale dans les petites structures par rapport à 2024. Donc, est-ce que c'est juste un effet de début d'année? On va voir si la tendance se poursuit. Évidemment, on espère que cette tendance se poursuive parce qu'on a fait beaucoup de communication sur le sujet, on a fait beaucoup d'accompagnement de nos réseaux de distribution aussi sur le sujet de l'épargne salariale et de la loi partage de la valeur. Donc, on va voir comment va se poursuivre l'année, sachant que en règle générale, la mise en place de dispositifs d'épargne salariale dans les petites structures se fait plutôt traditionnellement en fin d'année. Donc là, on est très en avance par rapport à une année classique. Entendu. Et Virginie, est-ce qu'on verra, est-ce que déjà, lors déjà, vous voyez des TPE qui proposent de l'abondement, est-ce qu'on va voir un jour, comme dans les grosses structures, des patrons de TPE qui vont, dans le package, ils vont vendre un package dans le cadre de recrutement entre le salaire fixe, le variable sur objectif, les primes et l'épargne salariale avec de l'abondement, bref, le package comme dans les grandes. Et pourquoi les petites ne le feraient pas? Oui, pourquoi ne le ferait-elle pas? Clairement, on va voir ces dispositifs d'épargne salariale se généraliser, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas se démocratiser dans les plus petites structures. Sur la question de l'abondement, en fait, il y a beaucoup l'abondement est très fréquent dans les petites structures, dans les TPE qui mettent en place de l'abondement. C'est même souvent en fait la seule source d'alimentation qui accompagne donc les versements volontaires, parce que les petites structures sont quand même moins sujettes évidemment à la participation et peuvent mettre en place bien sûr de l'intéressement, et on en voit de plus en plus, mais clairement l'abondance est la première source d'alimentation dans les dispositifs d'épargne salariale des TPE. Donc c'est pas nouveau cet abondement, c'est fréquent, c'est souvent à des taux d'ailleurs d'abondement, les taux maximum, donc les fameux 300% d'abondement. Il faut savoir que dans les petites structures, le chef d'entreprise bénéficie aussi de l'intéressement, donc c'est toute la structure qui est bénéficiaire des dispositifs d'épargne salariale. Et puis bon voilà, c'est en effet un excellent levier de fidélisation, de rétention et de recrutement, enfin d'attractivité pour les petites structures, et ça elles l'ont bien en tête. Donc oui, c'est un élément du package de rémunération globale. Oui. Alors, si tu permets, Rodolphe, vas-y, Eric. Sur le fait de mettre en place pour les petites entreprises des éléments comme
tout un tas de systèmes d'intéressement, je pense qu'elles y seraient intéressées. Mais il faudrait pouvoir le faire, et c'est toute la difficulté de la mécanique, en réalité au niveau d'un secteur professionnel ou d'une branche, et qu'elles puissent, dans ces cas-là, y puiser, mais en ayant une maîtrise des coûts. Et la difficulté aujourd'hui au niveau d'une branche, quand vous mettez quelque chose, c'est que elle peut mettre le système, mais elle ne peut pas y mettre de l'argent. Et donc, la difficulté, elle est là. Puisque voilà, les petites entreprises sont bien conscientes qu'elles doivent faire des efforts pour attirer des salariés sur tout ce qui peut intéresser les salariés au-delà du salaire. Mais c'est pas aussi, enfin, ça reste compliqué. C'est sur la mécanique de comment on met tout ça en place. Et pour elles, et la maîtrise des coûts si c'est mis en place. Et je sais que pas mal de branches y réfléchissent. Mais après, comment on le fait, avec quels partenaires on le fait, comment on réussit à le faire et avec une maîtrise des coûts, parce que de fait, l'investissement, s'il y a un investissement à faire, il passera par la branche. Mais voilà. Entendu. Merci Eric. Paul, Virginie, si tu veux rebondir, n'hésite pas. Paul, alors comment il est appréhendé? Comment il est tout nouveau, c'est tout neuf, mais comment les premiers bénéficiaires, les appelants, les appels liés à ce service, comment vous l'appréhendez? Voilà, l'expression un peu, quel est le premier retour? Alors en fait, bon, comme tu disais, hein, c'est récent. Simplement, ce que nous on constate au final, c'est que les coachings qu'on a, donc les questions qui sont posées et les raisons pour lesquelles les salariés de TPE nous contactent sont les mêmes que pour les salariés des grandes entreprises. On ne voit pas de différence majeure. En fait, leur problématique, c'est de mieux comprendre leur dispositif, de savoir comment placer leur argent sur ces dispositifs. Donc, c'est les aider à mieux comprendre les gestions financières qui leur sont proposées, les fonds, le SRI. Qu'est-ce que c'est que ce niveau de risque? Je rejoins, il y a beaucoup de réglementations complexes qui sont venues rendre les choses moins simples et moins lisibles aussi. Mais on essaie de leur traduire en fait tout cela en langage commun. Et puis, pour ce qui concerne les plans d'épargne retraite, lorsqu'elles en ont, ou des percoles, c'est de mieux les aider à identifier en quoi le fait de verser sur ces produits va les aider à compenser un manque à gagner au niveau de leur retraite. Donc, c'est les mêmes questions que les salariés. La petite différence, c'est quand on a un petit patron qui prend un coaching, lui va s'intéresser aussi à la défiscalisation, donc les versements volontaires. Et comme souvent, dans un certain nombre de cas, ce sont des TNS, eh bien les règles sont différentes que pour les salariés. Donc, il faut qu'on leur explique, là encore, le système des plafonds, j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, qui peut être un petit peu plus délicat à appréhender. Mais bon, au-delà de ça, fondamentalement, c'est les mêmes questions. Ils se placent cette fois-ci en tant qu'utilisateurs du dispositif qui leur a été proposé par les agents généraux ou les courtiers, donc la distribution, et qui leur a expliqué pourquoi ces dispositifs étaient très, très intéressants du point de vue de l'employeur, aussi du point de vue du salarié. Et ensuite, nous, on va faire comme on le fait pour un salarié d'une entreprise importante. On va répondre à ces questions en tant que, cette fois-ci, bénéficiaire et utilisateur de ces sommes. Donc, je ne dirais pas de différence à ce stade constaté. Entendu. Eh ben, écoutez, merci à vous quatre à vous cinq, excusez-moi. Non, vous quatre, non. Vous quatre. Non, vous cinq. Mais non, mais vous cinq. Je pédale, moi. Pour vos témoignages, je vous propose, merci à vous de votre participation dans la salle. J'espère qu'on a répondu à un maximum de vos interrogations et qu'on vous a aussi ouvert des perspectives. Et donc, je vous propose un petit tour de parole rapide. Voilà, un petit tour qui veut rapidement, voilà. Qui veut commencer? Je vais continuer, puisque j'ai la parole, je vais continuer. En fait, d'une part, deux messages on parlait d'inégalités. Donc, en termes de retraite, il y a des inégalités fortes. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais elles sont conséquentes
du reste. Donc, il y a des différences de 40% entre la retraite d'un homme et la retraite d'une femme au final, ce qui est colossal. Donc, moi, je ne saurais trop recommander d'utiliser ces dispositifs d'épargne retraite avec des petits versements, de s'y prendre le plus tôt possible pour se constituer un complément. Bon, voilà, c'est bloqué, certes, c'est bloqué, mais franchement, un jour ou l'autre, vous en serez heureux. Et c'est comme ça que les gens découvrent, souvent à l'aube de leur retraite, qu'ils ont finalement, tiens, j'avais tant sur mon article 83, tant sur mon Perrot, je ne savais pas. Bah oui, mais c'est très important et c'est intéressez-vous à ça, voilà. Parce que si vous ne vous y intéressez pas, vous allez mettre la feuille de papier ou le mot de passe Internet de côté et vous en préoccuperez 40 ans plus tard. C'est dommage, il y a des choses à faire en attendant. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est pour les entreprises, les dispositifs d'épargne salariale sont extrêmement avantageux, tant pour l'employeur que pour le salarié. Et je trouve que les employeurs, pour le coup, ne les valorisent pas assez. Je trouve qu'effectivement, Eric a raison, le salaire, c'est la première préoccupation des gens et c'est tout à fait normal. Mais les packages deviennent maintenant très importants dans la dimension globale de la rémunération. Et donc, c'est dommage que les entreprises parfois oublient de les valoriser. Il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table, donc il faut que les salariés en aient connaissance. Oui. Mais je suis d'accord, mais encore une fois, c'est souvent par rapport à une problématique d'information, de maîtrise de l'information. Et après, faut jamais le balayer aussi par rapport aussi à des peurs qui sont là et à la capacité à rassurer les gens sur la durée. Et elles existent. Je veux dire, voilà. Je rajouterais que, parce qu'on parlait de la retraite, en réalité, il y a quand même un problème que je vois moi de plus en plus aussi, et c'est lié à après la retraite, c'est malgré tout aussi la dépendance. Et quand on a réussi son épargne, ça permet d'être plus serein si malheureusement on a une deuxième partie de retraite moins sereine. Et bien qu'on le souhaite à personne, ça concerne quand même énormément de monde et ça coûte extrêmement cher. Et souvent, là pour le coup, pour les gens qui ont eu des petits salaires toute leur vie, ça pose de vraies difficultés. Merci Eric, ça sera ton mot de conclusion. Alors, Hélène, Sophie, Virginie, qui y va? Peut-être très rapidement, finalement, tout le débat d'aujourd'hui converge vers un besoin d'une meilleure information et de beaucoup de pédagogie, que ce soit côté entreprise ou côté salarié. Donc côté entreprise, en effet, pour convaincre les entreprises qui n'ont pas encore mis en place de dispositif de sauter le pas, de les convaincre justement de la simplicité, en tout cas de l'effort de simplicité qui est fait ces dernières années, à la fois de la part du régulateur et de la part des prestataires d'épargne, pour que ce soit en effet plus accessible à tous, à tout type d'entreprise. Communication auprès des entreprises, en effet, pour valoriser davantage leurs dispositifs, parce que ces dispositifs sont merveilleux, il faut en parler, il faut diffuser l'information, et puis pédagogie et communication auprès des salariés pour gommer justement ces inégalités d'utilisation des dispositifs et pour que les salariés deviennent réellement acteurs de leur épargne. Rapidement aussi, je continue. Vas-y, je t'en prie. Non, mais je proposais à Hélène et après, je te donnais le mot de conclusion, Sophie. Vas-y, Hélène. Alors, moi, je ne peux que plus soyer sur la nécessité d'informer et toujours informer. Nous, on se pose toujours la question, puisqu'on organise régulièrement des webinaires d'information ou des réunions locales. À chaque fois, on se dit, bon, les gens vont finir par en avoir marre, ils vont plus venir, mais on a toujours autant de monde. Donc, l'attrait ne se dément pas sur ces sujets. En tant qu'organisation syndicale qui diffuse des documents, on a une lettre de l'épargne et de l'actionnariat salarié. C'est celle qui fait le meilleur carton d'audience. On en diffuse 40 000 exemplaires sur un périmètre où il y a 86 000 salariés. Donc, c'est quand même pas négligeable. Ça veut vraiment dire qu'il y a un intérêt pour ça. Et si on devait retenir 2 maîtres mots, information, pédagogie et simplicité des dispositifs. C'est vraiment les 2 clés
pour que ça marche. Merci Hélène. Et moi, je me fais une petite précision. Je précise que c'est toi qui me l'as dit, sur les 80 000 salariés d'Orange, il y en a quand même 10 qui ont refusé des actions gratuites. Donc, Ouais, il y en a eu que 10, hein. On se disait qu'il y aurait des réfractaires parce que, voilà, il y a, toutes les idéologies existent chez Orange et il n'y en a eu que 10. ouais. Donc, même les anticapitalistes, quand on leur dit tu vas avoir 400 € d'actions gratuites, ils les prennent. Voilà. On y est. Sophie, à toi. C'est allumé, oui, vous m'entendez. Ouais. Donc, oui, juste rappeler, c'est quand même le premier sujet de négociation collective, hein. Ça concerne 40% des accords collectifs. C'est le premier thème de la négociation collective en France. C'est éminemment un sujet de dialogue social. Je pense que, en tout cas, quand je vous rencontre, hein, représentants élus CSE ou représentants syndicaux, vous me dites oui, mais j'ose pas trop dialoguer avec les salariés là-dessus parce que j'y connais rien moi-même, ou parce que je suis pas à l'aise, ou parce que je ne veux pas faire du conseil financier. Vous avez bien raison. Néanmoins, vous êtes en général assez gagnant, tout comme les équipes RH. Lorsque vous dites aux salariés, je connais le sujet, c'est moi qui l'ai négocié pour toi, ou j'ai mon avis dessus, et je peux te dire déjà ce qui est sur quoi tu dois faire des choix en tant que salarié, les choix qu'on a fait pour toi, mais aussi ceux que tu dois faire en tant que salarié, et on va t'orienter. Là où moi, je ne suis pas un spécialiste, je vais te dire auprès de qui tu peux avoir les bonnes informations. Voilà, vous avez donc un rôle majeur dans la négociation, la concertation et aussi l'accompagnement des salariés. Nous, notre rôle, en tout cas le mien, c'est de vous donner des outils pour que vous puissiez être à l'aise dans ces échanges avec les salariés. Merci Sophie. Eh ben, écoutez, on a un peu débordé, je m'en excuse, mais je pense que ça méritait. Merci à AXA Santé Collective, merci à Philippe avec Paul, et merci à Hélène et à Eric d'avoir apporté vos témoignages. Merci à vous dans la salle d'avoir contribué. Compte rendu à suivre que je vous adresserai par mail, et prochain direct sur un tout autre sujet. Il concerne l'exclusion des clauses d'ancienneté pour la distribution des œuvres sociales, des CSE. C'est un vaste sujet. On parle d'ancienneté, critères d'ancienneté, un critère qui ne s'applique pas aux employeurs, je note, pour l'instant. Voilà, un sujet qui vous sera livré dans pas longtemps, et qui promet des débats animés. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne journée, et à bientôt. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Et le lien des briefs que je vous ai adressé. Ça marche. À bientôt. À tout de suite. Je ferme. Bonne journée. Personne